Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous du congrès du télétravail. On va parler télétravail et organisation ensemble. Manager, cette séquence est pour vous pendant 1 heure. De l'exception au cadre général, quels enjeux, quelles méthodes, quelles solutions pour le manager? C'est ce qu'on va évoquer avec nos invités. Bonjour Nelly Magré. Bonjour. Vous êtes coach et consultante en RH. Bonjour à Émilie Boss. Bonjour. Experte en solutions RH pour le groupe UP. Charles-Henri Besserdehorst, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à HEC Paris, également président de l'AGRH. On va échanger ensemble sur le nomadisme. Charles-Henri, pour commencer, ce n'est pas une nouveauté pour vous, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Il y a quasiment 40 ans que vous travaillez le sujet. Oui, en fait, quand j'ai entendu parler de toutes ces innovations d'organisation, quand on a vu cette explosion du télétravail depuis mars 2020, j'ai souri, puisque le télétravail est rendu possible par les technologies depuis plus de 40 ans. Et j'ai signalé à un journaliste qui m'interrogeait en fin d'année dernière, qui a été repris dans un interview qui a quand même été vu 40 000 fois sur LinkedIn, que la première expérience de télétravail en France, il se trouve que par hasard, j'y ai participé en tant que jeune chercheur à l'époque, et c'était en 1980 entre Vélizy et La Défense, avec un outil de nomadisme extraordinaire qui s'appelait le Minitel. Donc c'était, pour les plus jeunes des auditeurs, c'était une espèce d'écran avec un espèce de clavier. Donc on faisait du télétravail, et d'ailleurs on utilisait à l'époque l'expression de télématique, informatique par téléphone, on va dire. C'était ça, le lien qui était créé. Et c'était en 1980, ça avait duré 6 mois. Des télétravailleurs à Vélizy qui communiquaient avec l'agence de l'informatique située dans la tour, l'ex-tour Areva, etc., la grande tour noire de La Défense. Vous avez eu une chaire sur le nomadisme? Alors après, ce qui s'est passé, c'est que le directeur général d'HEC de l'époque, Bernard Ramanantsoa, m'a proposé à partir de 2003 de prendre la direction d'une chaire de recherche sur le nomadisme, exactement, le thème de nomadisme. Et quand il m'a proposé cette chaire, comme moi je suis avant tout un professeur de management et de ressources humaines, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec les technologies nomades? Et ce qui m'a paru évident, c'est de dire que toutes ces technologies sont en train de bouleverser le monde. Et j'ai pris l'exemple, je crois qu'on en a dit un mot, du BlackBerry, ce petit outil formidable qui s'est développé à partir du début des années 2000. Et la révolution du BlackBerry, pour moi, ça a été justement le fait qu'on envoyait aux collaborateurs, par ce système qu'on appelait la technologie push, les mails à ses collaborateurs. Et ça, il fallait repenser le management pour moi. Ouais, les mails arrivaient instantanément, c'était les premiers push-mails qu'on avait à l'époque. Absolument. L'instantanéité était là par l'écrit. Voilà. Pourquoi ça? Qu'est-ce que ça change au management, le fait qu'on reçoive des push-mails? Tout simplement que lorsqu'on n'a pas été formé pour gérer ces technologies qui permettent le distanciel, il faut peut-être apprendre à gérer, à contrôler ce qu'on fait. Et on a vu des tas de managers qui étaient déjà hyper contrôlants renforcer leur contrôle à distance en envoyant des mails à toute heure du jour et de la nuit, toute journée, j'allais dire, le week-end compris, et qui exigeaient de leurs collaborateurs des réponses immédiates. Donc ça veut dire que ces technologies, si vous voulez, ont envahi le temps personnel. Donc aujourd'hui, on parle de plus en plus de mélange des temps personnels et des temps avec ce qui nous est arrivé depuis 1 an et demi, mais ça fait 25 ans que ça existe, en fait. Je veux dire. En fait, on subit ce flux permanent qui arrive. Bien sûr. Et il faut être formé, de fait, pour le recevoir, ou ne rappelez-vous pas ce qui se l'envoyer. passait dans les aéroports. Avant, les gens lisaient l'équipe dans les salles d'embarquement. Ils lisaient des bouquins. Et depuis qu'on a tous ces outils nomades, tout le monde est tout le temps connecté. Enfin, c'est ce qui est frappant. Si vous voulez. On avait du temps pour réfléchir. Avec ces outils nomades, on n'a plus de temps. C'est tout. Néanmoins, il y a un avantage, c'est la flexibilité. Mais oui, bien sûr, parce que dans le livre l'entreprise mobile que j'ai publié en 2008, à la fin de cette chaire, je faisais à la fois un bilan très positif du télétravail, mais également des enjeux et des risques. Et je pense que ces risques existent et ont même été développés au cours de cette crise. Vous avez vous-même trois terminaux devant vous, une montre connectée, un iPad, un téléphone dans la poche. Je ne suis pas un opposant, j'ai un iPad, j'ai un iPhone, j'ai une montre connectée. Vous subissez ou pas? Non, pas du tout. On essaye quand même de le contrôler. Je ne réponds pas systématiquement et dans la seconde. Mais... Ça peut être une méthode aussi, effectivement, de ne pas répondre voilà. ou de mettre en off. Le manager, du coup, doit évoluer vers quoi? Le nouveau manager, celui de demain?
ou d'après-demain. Bon, écoutez, je vais peut-être laisser mes collègues en On parler. va Mais ensuite je pense redistribuer la que, parole. naturellement, si vous voulez, le télétravail, il a eu énormément de vertus pendant cette pandémie. La première vertu, ça a été quand même de sauver énormément d'activités. Hein, je veux dire, il ne faut pas l'oublier. Même si ça a été un télétravail forcé, c'est ça le problème. Hein, plus de la moitié des organisations françaises, publiques et privées, n'avaient jamais pratiqué le télétravail auparavant. Bon, là, on a été obligé de s'y mettre forcé. Ce qui veut dire que si on veut que le télétravail devienne une forme d'organisation un peu pérenne, il va falloir faire évoluer fondamentalement les organisations et les modes de management. Parce que je ne crois pas, si vous voulez, un développement du télétravail qui soit basé sur des pratiques anciennes, des postures managériales très anciennes. Je crois que le mot-clé, je l'ai dit un certain nombre de fois depuis le début de cette pandémie, c'est le mot confiance. On ne fera jamais croire à des collaborateurs qu'ils ont la possibilité d'être en télétravail si leur manager continue à être contrôlant comme à l'ancienne. Nelly Magré, vous accompagnez le télétravail dans les entreprises depuis une dizaine d'années. Les chefs d'entreprise sont prêts, les managers sont prêts ou pas pour le télétravail ? Non, malheureusement, ils n'étaient pas prêts. Parce qu'effectivement, c'est arrivé de manière brutale, ce confinement. Et les entreprises que j'accompagne depuis 10 ans le préparaient petit à petit. Donc, tous les ans, admettons, 100 nouveaux télétravailleurs, donc 100 managers qui étaient formés et accompagnés. Sauf que là, il n'y a pas eu le temps de cet accompagnement. Donc, les entreprises ne sont pas prêtes. Elles sortent d'une culture du présentiel très forte en France. Et effectivement, ce que Charles-Henri évoquait, la confiance n'y était pas. Et la confiance ne se décrète pas. Ça s'apprend. Et effectivement, c'est une priorité de former les managers à avoir confiance, parce que la confiance ne se donne pas non plus gratuitement. Et notamment, tout ce qui est management par objectif doit être mis en place. Et ça ne veut pas dire effectivement un flicage, parce que c'est ce qu'on entend parfois, un flicage des collaborateurs. C'est juste un suivi de ce qu'ils doivent faire, qui devrait être déjà présent au bureau. Hein, mais mon expérience montre que ce n'était pas vraiment toujours le cas. C'est le commande et contrôle dont vous parlez, hein, c'est ça ? Ou Charles-Henri, oui, Charles-Henri, c'est le commande et contrôle. Alors, attendez, moi, le management, je veux dire, pratique ancienne, il faut se rappeler quand même que le management, le premier grand théoricien du management, c'est Henri Fayol, c'est un Français. Et non pas, tout le monde parle de Taylor. Taylor, c'est un organisateur du travail, c'est pas un théoricien du management. Donc Henri Fayol, quand il dit dans son livre publié en 1919 qu'il y a un certain nombre de fonctions managériales, la fonction de contrôle est fondamentale. Il y a aussi une dimension chez Fayol qui est basée sur la hiérarchie. Et d'ailleurs, il y a un principe qui est quand même très intéressant, c'est l'unicité de commandement. C'est-à-dire il y a un chef, un collaborateur n'a qu'un chef, ce qui pose le problème des structures matricielles, évidemment, hein, immédiatement. Mais pour revenir à cette question du télétravail, moi, je pense, si vous voulez, que tant qu'on n'aura pas lâché la bride, en quelque sorte, et c'est moi ce que j'ai été très heureux de voir, toutes ces initiatives dans les entreprises en mars et avril 2020, de gens qui faisaient des trucs qui étaient presque interdits par l'entreprise, mais ils étaient obligés de faire, parce que sinon, il n'y avait pas de possibilité de continuer l'activité. C'est pour ça que je pense que le management doit apprendre à lâcher prise. Et d'ailleurs, dans le mot confiance, on a sorti avec des amis là, de l'ESCP et de l'ESSEC un petit bouquin chez Erol. On l'avait prévu avant la pandémie, on a continué à l'écrire pendant le premier confinement. C'est le management par la confiance, un autre bouquin que je n'ai pas amené chez Erol. On l'a sorti en septembre 2020. Mais vous savez quel est le premier mot de la confiance qu'on écrit, enfin qu'on discute dans le bouquin, c'est le mot vulnérabilité. Parce que faire confiance, comme pour un manager, c'est se rendre vulnérable d'une certaine façon. Et je veux dire, c'est pas facile pour un manager qui a été éduqué pendant des dizaines d'années à fonctionner différemment. Donc il ne faut pas non plus leur jeter la pierre. Pour remonter un petit peu plus haut dans les millénaires, Albert David, qui est professeur à Dauphine, a un musée du management et il commence ses premiers écrits à l'empereur Auguste, qui était justement dans le contrôle et uniquement dans le contrôle. Comment vont vivre nos managers dans les années à venir, Nelly Magré ? Qu'est-ce qu'ils vont subir ou à quoi ils vont devoir s'adapter ? Ils vont devoir s'adapter justement à une habitude qu'ont pris les collaborateurs du travail à distance, du télétravail. Je crois que ce sera impossible de revenir en arrière. En revanche, il va falloir que ce soit un peu maîtrisé, parce que pour l'instant, c'est un peu débridé ce qui s'est mis en place. Et il va falloir effectivement qu'ils apprennent à estimer l'autonomie de leurs collaborateurs aussi. Parce que la confiance, quand je disais tout à l'heure que ça ne s'attribue pas n'importe comment, ça s'attribue sur l'autonomie de mon collaborateur. Et l'autonomie, c'est quelque chose qui s'estime. Un nouveau collaborateur, si vous le mettez tout de suite en télétravail, en travail à distance, ça ne va pas être bon. Il a besoin d'abord de devenir autonome avant de pouvoir faire tout seul les choses chez lui. Vous avez parlé d'apprécier l'autonomie. Il y a une grille d'appréciation de l'autonomie ?
L'autonomie, en fait, elle se définit avec deux éléments. C'est les compétences en termes de savoir, savoir-faire, savoir-être, et la motivation vis-à-vis d'une tâche. Dès lors que vous avez estimé ces deux éléments, vous avez le degré d'autonomie d'un collaborateur. Parce qu'un collaborateur qui est compétent et qui n'est pas motivé pour faire quelque chose, en télétravail, ça ne va pas arranger le problème. En revanche, s'il est compétent et motivé, il n'aura pas de difficulté à se lever le matin pour se mettre devant son ordinateur et travailler. Alors l'autonomie est indépendante du collectif, on va le dire comme ça, surtout là où le collectif a pris cher pendant cette période. Oui, et il faut que le collectif il récupère des choses parce que évidemment que c'est super de travailler seul chez soi et on a l'impression qu'on est beaucoup plus productif, c'est ce qu'on entend beaucoup, j'ai beaucoup plus travaillé, etc. Sauf qu'individuellement, on oublie l'intérêt du collectif et ce que le collectif apporte, notamment tout ce qui est créativité. Effectivement, on peut être créatif chez soi tout seul, mais à un moment donné, la créativité se confronte aussi aux idées des autres et là, par exemple, le collectif est juste nécessaire. Il y a tout ce qui est ambiance d'équipe aussi qui est important et qui favorise l'envie de travailler. En revenant à notre manager, lui, il va néanmoins devoir produire la même chose, peu ou prou, que ses salariés aient produit beaucoup plus ou aient l'impression de beaucoup plus travailler ou pas. Lui va devoir produire exactement le même volume. En termes de management, oui, c'est juste différent. C'est pas la même chose. Effectivement, il sera moins dans du suivi pistage des collaborateurs et surtout il ne faut pas avoir cette tentation d'être dans ce type de suivi parce que si vous vous dites je ne suis pas sûr qu'il soit en train de travailler, là il est chez lui, il a une piscine en plus, je suis sûr qu'il est dans sa piscine. Du coup si vous l'appelez tous les quarts d'heure, le manager il n'aura plus que ça à faire, appeler tous ses collaborateurs tous les quarts d'heure et ce n'est pas possible. Il y a une schizophrénie à manager des équipes en présentiel et en distanciel en même temps ? Il faut faire les deux en même temps, en fait. C'est ce qu'on appelle le management hybride. Et effectivement, il faut mixer du présentiel et du distanciel, et en plus, pas au même moment pour tout le monde. Ça veut dire que si on fait du distanciel, ce ne seront pas tous les collaborateurs en même temps le même jour qui seront en distanciel. C'est un mixage en fonction de l'intérêt du travail, puisque c'est la primauté au fonctionnement du service et à la qualité du travail qui doit jamais être oubliée dans l'histoire. Charles-Henri Besser, est-ce que notre manager va être de plus en plus vulnérable ? Est-ce qu'il faut qu'il l'accepte ? Oui, il faut qu'il accepte. Il faut que les managers abandonnent cette posture que j'appelle la posture haute, traditionnelle dans les pratiques managériales qu'on voit depuis des décennies, et pour être un peu plus en posture, je dirais, plus basse, quoi, en quelque sorte. Donc, être confronté à des situations, et ça, je suis complètement d'accord avec toi, on n'est pas au sein de la même entreprise dans les mêmes conditions. Je veux dire, on a des niveaux de maturité des niveaux de maturité des collaborateurs, et c'est drôle parce que ça me faisait penser à une vieille théorie du leadership qu'on appelle la leadership situationnel, où justement les deux critères clés, c'est motivation et compétence. C'est exactement ce que tu viens de dire. Donc par rapport aux enjeux, dire que moi je vois de plus en plus important, cette question du lien social, c'est ce que j'ai abordé d'ailleurs dans le livre de 2008, dans les effets du télétravail, c'est qu'il faut faire très très attention à restaurer d'une façon ou d'une autre cette forme de lien. Par exemple, je ne crois pas, en dépit de ce que on a vu tout à l'heure à l'autre table ronde, je ne crois pas au 100% télétravail, surtout dans des entreprises qui font fonctionner en 100% en présentiel. Le livre qu'on a sorti en avril 2021, là, sur l'organisation hybride, j'aurais dû l'amener parce que c'est celui-là qu'il fallait amener, eh bien, avec mes collègues Autissier et Peretti, ne dit rien d'autre. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter véritablement à la situation. On va apprendre progressivement à trouver à imaginer des temps de présentiel qui soient utiles, et qui permettent notamment ce que tu viens de dire, ces moments de créativité, de collectif. Enfin, je veux dire, on sait très bien que la communication non verbale, c'est l'immense majorité de la communication. Je ne suis pas sûr que Zoom et Teams permettent d'appréhender cette communication non verbale. Parce que moi, je pense que ce qui se passe quand des individus se rencontrent, il y a des questions évidemment du non verbal, il y a l'émotion, il y a quelque chose qui se passe. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve toutes les réunions qui redeviennent un peu plus présentielles, auxquelles j'ai participé ces dernières semaines. C'est incroyable ce qui se passe. Les gens ont besoin de se retrouver. Maintenant, est-ce qu'on va se retrouver à 100% ? Je n'y crois pas non plus. Je pense que les entreprises doivent apprendre effectivement cette flexibilité, cette autonomie. Donc c'est tout à fait normal. Et en plus, les jeunes générations vont attendre d'être plus
effectivement libre, entre guillemets, mais je ne crois pas que les jeunes générations attendent le full télétravail. On a vu ces cas de... Il ne faut pas oublier que le télétravail, c'est la situation la plus inégalitaire de travail qui soit. Hein, c'est très facile, tous ces gourous qui ont parlé de télétravail en disant que c'était l'avenir du travail, etc. Et ils habitent tous dans des 5 pièces ou dans des maisons avec des possibilités. Hein. Je demande aux mêmes auteurs de travailler dans un 2 pièces avec 3 gamins braillards et on verra si le télétravail est une libération psychologique. Ce ne sera pas aussi facile. Nelly Magré, 100% télétravail ou pas pour vous? Ah non, je suis d'accord avec Jean-Henri, évidemment. De toute façon, il y a des études qui ont été faites avant le confinement qui montrent que le délitement du lien social, il s'accroît au fur et à mesure du temps passé en télétravail. Si vous dépassez 2 jours de télétravail par semaine, ça commence déjà à se payer en termes de lien social. Si vous êtes à 4-5 jours également. Et effectivement, on ne peut pas généraliser. Alors le total remote également, on parle de total remote, donc le 100% télétravail, on ne peut pas le généraliser. Ça peut être pour des missions très spécifiques, des entreprises très spécifiques, mais la tentation de le mettre à 100%, il y aura des retours en arrière. Avant le confinement, il y a eu des retours en arrière déjà sur le télétravail. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, la mise en place du télétravail, comme le retour en arrière. Rappelez-vous, il y a 7 ou 8 ans, la patronne de Yahoo qui a exigé que tout le monde revienne au bureau alors qu'ils avaient développé énormément de télétravail. Récemment, Facebook a annoncé, alors que l'année dernière, il disait tout le monde en full remote, a annoncé qu'il allait y avoir un retour en présentiel, progressif, pas à 100%. Et Goldman Sachs a quand même exige qu'à partir du 1er septembre, si les conditions sanitaires effectivement le permettent, tout le monde revient au travail. Alors là, c'est trop excessif. Est-ce qu'il faut exiger le 100% présentiel? Je ne crois pas non plus. Je veux dire, il faut aussi apprendre de cette pandémie. Oui, mais cette pandémie a été également l'occasion justement de donner un coup d'accélérateur au télétravail. Et ça, c'est juste super parce que vraiment, c'était loin d'être acquis. Et on a gagné 10 ans là sur le processus. Il faut juste le maîtriser maintenant. Il faut maîtriser l'animal sauvage. Émilie Bosse. Oui, donc je disais, je rejoins effectivement les 2 intervenants. À partir du moment où l'obligation de télétravail a été forcée, j'ai l'impression que maintenant on est vraiment on refait un petit pas en arrière, mais pour consolider les bases, consolider les fondations. On parlait de sens tout à l'heure. Nous, on voit, puisqu'on accompagne des directions des ressources humaines au niveau des entreprises, et on voit très bien que le télétravailleur, à près de 75%, ne veut plus retourner au bureau comme avant. C'est ce que disait aussi le vice-président de la NDRH. C'est le comme avant qui est important. Parce qu'on sait que ce ne sera jamais comme avant. Et le collaborateur, ce qu'il attend quand il vient sur site, c'est de collaborer, de co-construire, de faire des ateliers, d'avoir de la cohésion, parce que s'il peut faire la même chose au bureau que chez lui, du coup, c'est cette notion de sens maintenant. Donc il va falloir retravailler sur le sens. Et les directions des ressources humaines, les managers qui sont en direct, les managers de proximité sont là pour raccrocher tout le monde au wagon aussi et donner du sens dans cette nouvelle expérience de travail hybride. Et voilà, c'est ce qu'on essaie d'accompagner avec des outils. On va réexpliquer qui est le groupe UP, la coopérative UP. Alors la coopérative UP, le groupe coopératif a été créé en 1964, donc sous format coopératif, donc ça fait partie de notre ADN. Et notre ambition, alors c'est une sacrée ambition, c'est d'améliorer le quotidien, le pouvoir d'achat et le bien-être de millions de collaborateurs et de citoyens. Donc à travers des solutions de paiement, des solutions de services à utilité sociale et locale, toujours. Et avec un maître mot, c'est vraiment de placer l'humain au cœur de l'économie. Donc toutes ces solutions, alors moi, j'accompagne plus précisément, on va dire, les directions des ressources humaines, donc sur la sphère qualité de vie au travail, donc ça va être la conciliation vie privée, vie professionnelle, ça va être la déconnexion, ça va être des notions de restauration aussi avec le titre Up Déjeuner. Donc ça paraît anodin, mais ces dispositifs-là ont été impactés par la crise et le télétravail, puisque des partenaires RH ou des managers qui avaient l'habitude d'accompagner des situations, on va dire, c'était leur quotidien, ont dû revoir tout leur processus interne. Comment je recrute à distance, on a passé une année entière à distance, comment je fais passer mes entretiens d'évaluation, les managers, comment je mesure tout ça. C'est très anodin, comment je distribue mes titres restaurants. Enfin, quand on sait que pour la solution chèque déjeuner, on a accompagné post-crise la dématérialisation, parce que les entreprises vont vers la dématérialisation, mais toutes n'y sont pas allées.
voilà, parce que ça s'accompagne. Mais là, on a observé une distorsion du temps quelque part, parce qu'il a fallu accompagner des projets en 2 semaines pour que les télétravailleurs puissent avoir accès, par exemple, à leur solution de restauration Up Déjeuner, pour qu'on évacue ce point. Pour le RH ou le manager, c'est un non-sujet. Il ne fallait pas qu'il soit pollué par ce genre de considération. Donc voilà, donc ça en fait partie, mais avec plein d'autres choses également. Voilà. Quelles sont les solutions qui ont été vraiment impactées par la crise sanitaire, en tout cas par la mise en place du télétravail chez vous? Alors, nous, ce qui est intéressant, c'est que les solutions qu'on proposait pour les partenaires RH jusqu'à présent, elles prenaient tout leur sens et elles ont pris encore plus leur sens puisqu'elles ont répondu complètement, on va dire, à l'urgence situationnelle quelque part et le besoin on va dire, de répondre concrètement à une situation. Je prends le cas par exemple du CESU, donc le chèque emploi service universel, donc Up Domicile que l'on propose, donc c'est bien évidemment pour de services à domicile. Quand on a été confronté à confinement, télétravail avec les enfants, couvre-feu, charge mentale et tout ce qui est conciliation vie privée, vie pro, c'est, on va dire, services que l'on proposait qui étaient d'habitude utilisés et négociés dans le cadre d'accords pour répondre à un accord sur le télétravail, un accord sur le handicap, sur la conciliation vie privée, vie pro, on a dû déployer ces solutions quelque part dans l'urgence, voilà, pour accompagner justement et soulager quelque part le travailleur en situation de télétravail dans son quotidien et éviter du coup après ce qu'on appelle la charge mentale, la prévention des risques psychosociaux. Donc on a été quelque part dans le curatif alors que d'habitude on l'aborde sous l'angle de la prévention. Et puis voilà, les DRH aujourd'hui, les managers, on s'est préparé vraiment au coup d'après, c'est-à-dire qu'on s'est dit soyons dans les starting blocks, parce qu'à un moment donné, on n'a plus trop pu parler avec eux, dans la mesure où ils étaient dans l'instantané et l'immédiateté, donc gérer le télétravail, les équipements, etc., savoir ce que faisaient, où étaient les collaborateurs et comment ils le faisaient. Et nous, on s'est dit à un moment donné, voilà, ce qu'on appelle la prospective aussi, c'est-à-dire prévoir le coup d'après, comme disait Gaston Berger, voilà, d'aller vite, c'est très très bien, mais il ne faut pas oublier de regarder loin. Et donc, on se prépare, nous, après, justement, à travailler avec eux sur le coup d'après. Et le coup d'après, ça peut être un outil. Alors, je ne dis pas que l'outil répond à tout, il faut qu'il soit accompagné, sponsorisé en entreprise, qu'il y ait des ambassadeurs. Mais on a par exemple la plateforme opérée par Witifit, donc que propose le groupe Up, qui permet très clairement de piloter et de capter le ressenti du collaborateur pour que le manager puisse faire attention aux signaux faibles et agir tout de suite. Agir et trouver des solutions vraiment en mode agile. Et pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, la confiance, je pense que c'est la symétrie des attentions aussi. Il y a le manager qui a confiance en ses équipes et les équipes qui ont confiance au manager. Absolument. Et il y a autant d'organisations de télétravail qu'il y a de managers quelque part. Même s'il y a un socle de base, il faut télétravailler de cette manière, avec 2 jours, on s'organise comme ça. Le manager, lui aussi, en fonction de son individualité et de l'individualité de son équipe, va organiser son management. Voilà, et cette solution permet vraiment aussi de co-construire, de recueillir le ressenti et les suggestions des collaborateurs pour qu'ils puissent aider à co-construire demain, pour qu'ils puissent s'investir pleinement dans l'amélioration, la transformation de leur travail. Voilà. La consommation a changé pendant cette période aussi, la consommation de services, notamment si on parle du CESU, c'est ça, le chèque emploi service universel. Le CESU, de manière globale, sur 27 millions d'actifs, il doit y avoir 1 million de personnes qui utilisent les chèques emploi service universel, d'accord ? Donc on est passé de chèque emploi service universel, on va dire, pour la sphère de vie, de la parentalité, de la garde d'enfants, s'octroyer, s'alléger une charge mentale en prenant une aide à domicile, etc. Ça a été exacerbé aussi. Pourquoi ? Puisque des DRH et des managers, à un moment donné, quand ils ont pensé télétravail, se sont trouvés confrontés à une population qui a dit excusez-moi, mais un lieu de travail unique, un lieu de confinement unique, c'est pas possible pour moi, parce que je suis salarié aidant, parce que j'ai besoin d'aller pouvoir travailler à une autre adresse qui peut être celui d'un papa ou d'une maman dont je m'occupe. Et quelque part, les managers et les ressources humaines, la crise n'a rien créé, elle a révélé des situations. Et ces salariés aidants, qui étaient aidants avant la crise sanitaire et le télétravail, se sont retrouvés encore plus impactés. Et donc c'est vrai que le fait d'attribuer du chèque emploi service universel, donc chèque domicile, a permis soit de les soulager dans leur quotidien ou de pouvoir aller soulager le domicile des parents. Enfin, voilà, encore une fois, ce sont des mesures, ce n'est pas des formules baguettes magiques, mais c'est la multitude de petites choses, le panel de solutions, d'actions
et encore une fois d'en parler, de sensibiliser qui va être mis en place, qui vont faire que voilà, on va arriver à dépasser des situations. Merci pour toutes ces explications et sur cet environnement et ces possibilités de se simplifier finalement cette vie de télétravail. Le télétravail, est-ce qu'il va bouger au fur et à mesure? Nelly Magret, je reviens avec vous. Imaginons qu'on l'installe 2 jours, 3 jours, pas 5 jours visiblement, mais est-ce qu'il va être à géométrie variable et en fonction de quoi dans les entreprises? Oui, il va bouger déjà en fonction du retour sur expérience, puisque certains là, vont être tentés d'aller sur 3-4 jours, voire 5 jours, et ils vont s'apercevoir que c'est peut-être pas la bonne formule, donc ils vont revenir en arrière. Il va s'adapter aussi en fonction des collaborateurs qui télétravaillent. Une des conditions pour que le télétravail fonctionne, c'est la réversibilité. Réversibilité qui vient soit du collaborateur, soit du manager. Collaborateur parce qu'il s'aperçoit il pensait que ça allait très bien se passer 2 jours de télétravail pour lui, mais il s'aperçoit que ses collègues lui manquent, que c'est trop long, que la journée est trop longue, donc il veut revenir en arrière, peut-être sur 1 jour, peut-être complètement supprimer le télétravail. Et pour le manager aussi, parce que s'il s'aperçoit que son collaborateur, lorsqu'il est en télétravail, justement, n'a pas l'autonomie suffisante pour rendre un travail qui soit efficace, parce qu'il ne faut jamais oublier l'intérêt de l'entreprise. Si l'entreprise n'y trouve pas son intérêt dans le télétravail, elle va revenir en arrière. Donc peut-être que le manager devra revenir sur ça. Alors si lui-même s'aperçoit qu'il n'est pas au point pour manager des télétravailleurs, parce que l'autonomie elle est du côté du manager aussi, c'est peut-être lui qui va d'abord devoir se former pour ensuite pouvoir mettre en place le télétravail dans l'équipe. Mais oui, ça va bouger. Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez réagir évidemment, hein, poser des questions à nos invités. Partagez également des expériences, vous qui avez vécu, qui connaissez le télétravail, forcément, vous avez des questions, des projections sur l'avenir. N'hésitez pas à les partager grâce au chat sur cette fenêtre du site internet du congrès du télétravail. Vous pouvez nous poser des questions, je les reçois ici et je peux évidemment poser ces questions, que ce soit à Nelly, à Jean-Charles ou à Émilie. Jean-Charles, je reviens avec vous. Charles-Henri. Charles-Henri, pardon, je reviens avec vous. Non, ça va. Alors, il y a quand même 2-3 choses intéressantes contre-intuitives. Je voudrais en signaler au moins 2. La première, c'est une étude faite par le sociologue très connu François Dupuis, qui est un ami, qui a, en mars, avril et mai 2020, donc vraiment pour le vrai confinement, le premier, a fait une étude, a pu négocier avec 9 organisations une étude sur justement les conditions, le vécu, la mise en place, etc., de ce télétravail forcé. Et ce qu'il a trouvé, on en a discuté plusieurs fois, on a même fait des webinars depuis quelques mois avec lui, c'est finalement dans les 500 quand même interviews qualitatives, hein, je veux dire, c'est pas une toute petite étude. Hein. Il avait 2 autres personnes, 2 chercheurs qui travaillaient avec lui. Et un livre va sortir bientôt, je crois, d'ici la fin de l'année. En fait, un des résultats intéressants, c'est de deviner où est-ce que le télétravail était le mieux perçu, le plus facilement mis en place. Eh bien, ce sont dans des organisations bureaucratiques, avec des règles. C'est ça qui est quand même étonnant. Alors que là où il a été mal vécu et plus difficile à mettre en place, ça a été dans des organisations qu'il appelle souples. Hein, et d'ailleurs, il y a un mot-clé qu'il utilise là, dans les publications. Il a fait des publications sur LinkedIn et on en a, je vous dis, parlé lors de webinaires que j'ai pu co-animer. C'est la question de la simultanéité. C'est-à-dire que tous les moments dans la vie d'une entreprise où on doit être en simultané et puis ça doit être un peu spontané, c'est-à-dire les moments de création, comme tu disais, d'innovation, eh bien, ce sont dans les entreprises souples où on a le plus besoin de ces moments-là. Eh bien, il y a eu beaucoup plus de difficultés. Ça, c'est contre-intuitif. Et puis, il y a une deuxième idée un peu contre-intuitive, c'est le fait qu'on s'est rendu compte que les populations qui ont été progressivement les plus réticentes à se mettre en télétravail, c'était les jeunes. On aurait pensé que c'était justement celles qui étaient les plus geeks, les plus trucs. Mais on s'est rendu compte qu'il ne faut pas oublier, il s'est passé un phénomène à partir de l'automne, hein, qui a été amplifié d'ailleurs au cours de l'hiver, c'est quand même tous les cas de détresse psychologique. Je veux dire, il faut quand même... Je veux dire, ça a été phénoménal. Alors, je ne parle pas de la population étudiante qui a été très largement touchée, hein, jusqu'à des cas de suicide, comme vous le savez, dans les universités, y compris à HEC. On a eu quand même, au moment du premier confinement, le suicide d'un étudiant indien qui était complètement perdu. Donc, si vous voulez, il faut raison garder. Je pense que le télétravail, évidemment, doit être développé avec une certaine précaution. Il y a des populations qui sont plus fragiles, qui ne sont pas prêtes à être en télétravail. Et puis, il y a une autre situation qu'on n'a pas abordée encore, qui est le problème de l'équité. C'est-à-dire la question de l'équité. Dès le début, on a vu qu'il y avait 3 types de populations dans cette pandémie. Ceux qui étaient vraiment en première ligne et qui ne
pouvaient pas faire de télétravail, donc ils étaient et on parle de tous ces héros de l'ombre dont on a beaucoup discuté là, lors des premiers mois. On a ceux qui étaient en télétravail, raisons sanitaires, etc. Et puis, il y a tous ceux qui ont été quand même mis en chômage partiel. Donc, ces 3 types de populations, comment on va les réconcilier? On s'aperçoit dans un certain nombre d'entreprises quand même des réticences et des résistances parce qu'il y a les uns et les autres. Il y a ceux qui peuvent continuer à être en télétravail tranquille, on va dire, d'une certaine façon, même si on sait que la situation de télétravail ne sont pas égalitaires, comme j'ai dit tout à l'heure, et peuvent générer beaucoup plus de stress qu'on peut imaginer, et puis ceux qui sont en première ligne, etc. Donc, vous voyez, la question de l'équité pour les DRH va être de plus en plus cruciale, à mon sens. Il y a un vrai travail là pour vous, peut-être Nelly Magré, hein, d'arriver à dessiner cette arborescence entre les métiers télétravaillables ou pas, à quelles conditions. Et plus que, quand je dis métier, c'est pas les postes, hein, c'est vraiment par métier, est-ce qu'on peut télétravailler ou pas? Alors c'est par métier, ça peut être par métier, mais ça peut être par tâche aussi. Par activité ou tâche. Il suffit dans un poste que vous ayez 5% de vos activités qui peuvent se faire à distance. Si elles peuvent se regrouper sur un même moment, ça vous fait une demi-journée de télétravail par quinzaine. Ouais. Ça va vite. Hein, et donc effectivement, si on a la réflexion, parce qu'avant on avait souvent la réflexion par poste, et du coup ça limitait le télétravail. Là, la crise sanitaire a obligé une réflexion par tâche, parce que tout ce qui pouvait être télétravaillé, il fallait le faire. Et du coup ça a ouvert aussi ce champ des possibles. Et ce champ des possibles, à mon avis, il ne faut pas le fermer. Mais c'est à l'intérieur de chaque équipe, chaque manager avec son équipe, et c'est vraiment un travail maillé entre le manager et le collaborateur que les choses vont pouvoir s'organiser. Ouais. Il ne faut pas imaginer que, par exemple, une entreprise qui dirait obligatoirement tout le monde 2 jours en télétravail, quelle que soit la personne, quel que soit le poste, moi je ne donne pas cher de ce projet, je pense qu'il y aura un retour en arrière, et comme on l'a vu tout à l'heure, on a le droit de faire le retour en arrière. De toute façon. Ouais, toujours en s'accordant avec les impératifs de l'entreprise, évidemment, pour monter cet agenda. Impératif de l'entreprise, oui, parce que l'entreprise a son mot bien entendu à dire, mais après, au sein des équipes, ça peut être vraiment différencié en fonction des équipes. Qu'est-ce que les entreprises vont perdre ? Avec le télétravail ? Ouais. Alors moi j'ai plutôt envie de dire qu'est-ce qu'elles vont gagner. Parce que ce qu'elles vont gagner, si vraiment elles le mettent bien en place, c'est de la motivation des collaborateurs. Puisque là aussi il y a un élément qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, mais c'est le volontariat du télétravail. Là, la crise sanitaire a obligé des personnes à télétravailler. Moi j'ai eu des témoignages de personnes qui m'ont dit je vais télétravailler parce que je n'ai pas le choix, je dois le faire, mais qu'est-ce que ça m'ennuie de télétravailler. Et ce n'était pas parce qu'ils avaient des petits appartements, hein, ce n'était pas leur goût. Donc effectivement, dès lors que le télétravail va se mettre en place sur le volontariat, donc volontariat du collaborateur, volontariat aussi du manager qui accepte de manager des équipes en télétravail, c'est du bien-être pour tout le monde. Laurent nous dit dans le chat, je pense qu'il faut vraiment distinguer le télétravail de crise et le télétravail hors crise. Le dernier est choisi, donc c'est différent en termes d'impact psychologique, même s'il faut être quand même toujours très vigilant. Le télétravail de crise, effectivement, il n'y a pas eu le choix et effectivement, les risques psychosociaux ont été très, très, très présents, hein, avec des burn-out, avec des bore-out, enfin, avec tout ce que vous voulez, l'isolement, l'ostracisation, tout ce que vous voulez. Et effectivement, le télétravail durable ou pérenne doit justement prendre en compte ces risques d'isolement, de risques psychosociaux. Et quelqu'un qui télétravaille pendant 2 jours et il s'aperçoit qu'au bout de 2 jours, ça ne va pas bien, il va diminuer son nombre de jours de télétravail. Pendant la crise sanitaire, il n'avait pas le choix. Il devait rester chez lui et comme le disait Charles-Henri tout à l'heure, parfois dans des toutes petites pièces avec juste un peu de fenêtre. Là, c'est pas possible pendant des journées et des journées de travailler. En plus, avec les personnes qui n'avaient que ça à faire et qui étaient tentées de travailler 10-12 heures dans la journée. Ça, c'est pas bon du tout. C'est pas le télétravail, ça. Vous avez évoqué la co-construction de la collaboration entre le salarié et l'employeur. Ça, Émilie, ça vous tient à cœur aussi. Vous appelez ça le collaborateur. Être collaborateur, oui, effectivement, c'est être acteur, quelque part. Alors nous, on parle d'un sens plus large, donc qualité de vie au travail, qualité de vie en télétravail aussi. C'est vraiment de se dire, pour rebondir aussi avec le manager qui va être un petit peu schizophrène aussi, parce que manager des équipes en télétravail, manager des équipes sur site, c'est de voir comment il va arriver à faire tout ça. Donc je pense que ce qui va venir par la suite, ça va être effectivement de rentrer dans ce qu'on appelle l'amélioration continue, c'est-à-dire voilà, on regarde ce qui s'est passé, on regarde comment on a fait les choses. Ce qui est intéressant, c'est que Nelly et moi, pour le coup, on va avoir du travail et on a déjà du travail sur ce sujet, puisque on est en plein dedans. C'est de se dire, voilà, collaborateur, parce que je suis acteur de ma propre qualité de vie au travail, je suis en quête de sens, comment je fais ma mission. Tout à l'heure, on a évoqué aussi la question de mesure. La valeur du travail,
n'est pas qu'une mesure aujourd'hui, c'est-à-dire que voilà, c'est pas une mesure quantitative, une tâche, c'est aussi comment le collaborateur peut réaliser son travail, quels sont les moyens mis à sa disposition, est-ce qu'il n'a pas une charge de travail trop importante, etc. Et c'est vrai qu'à travers la plateforme et l'outil qu'on propose, ce sont des choses que l'on peut mesurer, la satisfaction au travail, le stress au travail, et puis l'ambiance aussi au travail, et en suggérant, voilà, il y a quelque chose qui me déplaît dans mon quotidien, je suis acteur de ma mission, je vais suggérer peut-être une amélioration, une idée que mes autres collègues vont aussi retenir et aimer et encourager parce qu'ils vivent la même situation. Et c'est ce genre de remontée d'idées, de bonnes pratiques que les managers vont pouvoir tout de suite, au sein de leur équipe, parfois à taille humaine, inverser les choses, changer, opérer un changement. Ou alors après à l'échelle de l'entreprise par la voie du partenaire RH, de dire bon bah ok, voilà, on va tester cette nouvelle organisation, cette suggestion, et aussi pouvoir surtout après la mesurer, évaluer une action dans le temps pour savoir si voilà, elle est entérinée ou pas, ou si on revient dessus, enfin, voilà, en termes de flexibilité. Donc ça c'est très, très important. Charles-Henri Bessard, d'ailleurs, je reviens avec vous sur le sens qui est nécessaire, Émilie vient de l'évoquer. Je vois que vous avez sur la table l'excellent ouvrage qui vient de sortir, là, sur le sens. Ça, c'est un collectif de DRH avec lequel on a travaillé. Et au début, d'ailleurs, ce collectif, il y a 1 an, on travaillait déjà sur le sens avant la pandémie, mais je leur ai dit, ils voulaient abandonner l'idée de travailler. J'aurais dit, c'est encore plus important. Et vous voyez, 1 an après, je pense que tout le monde parle de sens. On est bien tombé. Alors, dans cet ouvrage, et puis plus généralement, c'est la question du pourquoi. Je veux dire, pourquoi mettons le télétravail ? Faire revenir les personnes en présentiel, très bien, mais il faudrait quand même que le temps de présentiel soit vraiment du temps utile. C'est ça la question. Ce qui va être compliqué, et là les réponses sont absolument variables d'un contexte à un autre, d'un manager sans doute à un autre, etc., ça va être de déterminer effectivement cet équilibre subtil qu'on appelle l'hybride, qu'on a essayé d'appeler l'hybride, entre la nécessité de retrouver quand même, tout à l'heure tu as posé la question, qu'est-ce que l'entreprise a gagné ? On a gagné quand même un peu d'agilité, quoi. Je veux dire, il faut le dire, d'agilité sur le plan organisationnel. On a appris, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des choses qui n'étaient pas du full présentiel, du 8-19 ou du 8-17, etc. Donc on a appris des choses. Et ce que je pense, c'est si on veut que le télétravail devienne quelque chose de pérenne et de vertueux, il va falloir répondre à la question du pourquoi. Et derrière ce mot sens, il y a des tas de choses. C'est le pourquoi en un seul mot, le pourquoi en 2 mots, etc. Donc si tu veux, les technologies existent. Hein. J'ai toujours dit, ça fait 25 ans que je regarde l'impact des technos sur les hommes et les organisations, je dis la technologie, c'est toujours une condition nécessaire. Ça n'a jamais été une condition suffisante. Et dans la condition suffisante, il y a évidemment les aspects managériaux, culturels, etc., d'apprentissage. C'est pour ça que quand on a continué à travailler, et ça en a fait un livre, parce qu'on avait prévu de faire un livre blanc. Vous savez ce que c'est un livre blanc ? C'est un truc de 60 pages. Puis j'ai vu que les DRH témoignaient de plus en plus, là, ceux qui ont accepté de témoigner. Il y a eu un chapitre d'introduction fait par une journaliste des Échos qui a coordonné le livre, et puis on a fait avec un collègue un chapitre de conclusion qui était un peu long, quoi, qui doit faire à peu près une 30aine de pages. Mais la vraie question, c'est ce travail de réflexion sur le sens, il tombe à point aujourd'hui dans une question qui est que va être l'organisation de demain. À mon avis, elle va être plus agile, je veux dire, il va falloir retrouver des modes un petit peu de management, comme je disais tout à l'heure, un petit peu différents. Émilie Magré, sur quoi le manager doit s'interroger ? Alors le pourquoi en 2 mots, disait Charles-Henri à l'instant. Oui. Il doit s'interroger sur qu'est-ce que effectivement le télétravail peut apporter dans mon équipe. En quoi ça peut être quelque chose de positif pour moi, pour mon collaborateur et pour mon entreprise. C'est vraiment un circuit gagnant-gagnant. Et dès lors qu'il arrive à répondre à cette question-là, il y a plein d'autres questions auxquelles il va répondre effectivement. Et moi je suis d'accord avec Charles-Henri, hein, de toute façon tout ce qui est outil, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. On le présente un peu comme une fin en soi maintenant, mais c'est pas le cas. C'est juste un moyen pour permettre le travail à distance, effectivement. Un moyen, c'est tout. Est-ce qu'avec ces outils, les entreprises vont pouvoir maintenir leur performance ou est-ce qu'il faut accepter d'un tout petit peu diminuer la performance ? Non, au contraire. Alors, tout à l'heure, on a été sur les avantages du télétravail. Tous les résultats montrent que le télétravail, augmentation de la productivité.
c'est pas que les personnes travaillent plus, parce qu'il ne faut surtout pas justement qu'elles travaillent plus. Tout à l'heure, on a parlé de déconnexion. Il faut effectivement se déconnecter. À cette déconnexion, il faut rajouter quand même la joignabilité. Joignabilité, parce que c'est pas parce qu'on travaille de chez soi qu'on peut travailler, par exemple, s'occuper des enfants de 10h à 12h, alors que toute l'équipe aura besoin de vous joindre, donc on aura besoin de vous joindre à ce moment-là. Donc il y a ces deux éléments-là. Mais en tout cas, effectivement, ce qui va être important, c'est que ce soit efficace ce télétravail, et le manager avec son équipe, c'est ça qu'ils doivent réfléchir en fait, et qu'ils doivent travailler. D'ailleurs, ce travail est à faire. Chez Up, comment vous gérez? Alors, vous êtes une salariée de cette coopérative. Dans la coopérative, on gère souvent avec davantage de bienveillance les salariés. En tout cas, c'est le principe de la coopérative. Comment on gère ça, la mise en place du télétravail, et comment on voit l'avenir dans votre groupe? C'est ce que je disais tout à l'heure avec les intervenants quand on discutait un petit peu en off, c'est que je suis à la fois effectivement salariée du groupe Up qui a vécu, comme tous les salariés de France et de Navarre, la mise au télétravail, l'organisation personnelle, à titre personnel, les liens avec mon manager, mes partenaires RH, etc. Et conjointement, de devoir, pendant que je m'attelais à ça, accompagner aussi du coup les clients, les managers, les directions des ressources humaines dans leur propre questionnement et ce qu'elles vivaient de manière concomitante à mon expérience. Aujourd'hui, au niveau du groupe, c'est vrai que on essaye vraiment d'être avant-gardiste sur tous ces sujets de qualité de vie au travail, cette notion de sens, de collaborateurs qui participent. Déjà, ça fait partie de notre ADN. Quand on travaille chez Up, on est salarié et sociétaire de l'entreprise, puisque c'est une coopérative. Et donc, du coup, on a ce devoir, je dirais, d'expression, de faire remonter des choses positives comme négatives qui vont aider à co-construire. Et chez Up, comme tout le monde, on a signé, pas moi, les partenaires sociaux RH, un accord télétravail, mise en application à côté du mois de septembre, donc à raison de 2 jours par semaine, alors flexible. Notre DRH, Audrey Richard, que tu connais bien, du coup a travaillé sur ces sujets-là, et elle a travaillé aussi beaucoup avec l'entreprise sur le management, donc les managers de proximité, comment eux aussi préserver leur charge mentale. Comment les accompagner. Donc c'est pour ça que la plateforme Witifit a aussi été déployée chez nous pour pouvoir justement travailler là-dessus. On parle d'accompagnement puisque le manager, pareil, a été lâché dans la nature et en fonction de sa propre approche du télétravail, du management, on n'est pas égalitaire sur cette fonction-là. Il y a pas de, c'est à géométrie variable, vraiment le télétravail en fonction de qui on est, comment on l'aborde. Et donc il y a eu une période de formation des managers, un petit peu soft skills, le fait de pouvoir être évalué aussi et d'échanger, de discuter pour adapter leur approche. Et puis on est déjà en train de préparer les retours sur site, donc au mois de septembre, chez nous et puis chez nos clients. Et on parlait de se projeter tout à l'heure et de prospective. Les retours sur site induisent les modes de déplacement, et ça tombe très bien par rapport à la loi LOM qui a été passée en vigueur l'année dernière en mai 2020, donc la loi d'orientation des mobilités, qui prévoit des modes de transport doux pour les trajets domicile-travail. Et ça, même si on n'est pas complètement dans le sujet, c'est pas complètement hors sujet, parce que qui dit télétravail dit se déplacer différemment et d'utiliser peut-être des modes de transport doux quand c'est possible pour aller sur le lieu de travail. Et on est déjà en train de travailler là-dessus avec les entreprises. On a parlé de télétravail à domicile essentiellement, on n'a pas parlé des tiers-lieux. Est-ce qu'il y a un avantage là aussi pour le manager, encore une fois, parce que c'est à lui qu'on s'adresse dans cette émission, à inciter les salariés à s'installer dans un tiers-lieu, à faciliter les choses pour aller dans un tiers-lieu? Je crois qu'il y a des projets de chèque tiers-lieu, alors ce ne sera pas exactement le nom, mais sur le même principe que le CESU, pour pouvoir acheter des prestations dans des tiers-lieux. Oui, on évoquait tout à l'heure les petits appartements qui ont du mal à accueillir un bureau, même si effectivement on peut faire un bureau éphémère, mais ça a des limites. Et effectivement, les espaces de coworking, les tiers-lieux sont amenés à avoir un bel avenir. Et puis certains collaborateurs ou certains télétravailleurs ne veulent pas travailler chez eux. C'est pas la même chose quand vous êtes chez vous et tout à coup vous voyez le bureau que vous avez utilisé toute la journée et qui peut vous rappeler effectivement le travail. Et certains vraiment souhaitent une vraie séparation. Et tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un bureau qu'on ouvre le matin comme un vrai bureau et qu'on referme dès qu'on a terminé. Donc
Donc oui, c'est amené à se développer. Émilie Boss. Oui, le tiers-lieu, c'est à mi-chemin entre effectivement le télétravail et ne plus pouvoir voir en peinture peut-être son intérieur, voilà, de passer du bureau au salon, du salon à la cuisine. Enfin, c'est vrai que voilà, ça a été du vécu pour un certain nombre de personnes. Le tiers-lieu, il permet surtout... Enfin, si je reviens un peu en arrière, avant la pandémie, c'est vrai que le télétravail, il était vraiment, on va dire, adopté par des personnes qui souhaitaient à un moment donné vraiment avoir un impact sur ce stress, sur ces transports, etc. Donc pourquoi pas, en termes de mi-chemin, avoir un tiers-lieu à proximité de chez soi, donc déjà qui réduise ce stress lié au transport, qui puisse aussi se donner cette caution un petit peu, voilà, changement d'univers, co-construction aussi, pourquoi pas, avec d'autres personnes que l'on rencontre. Donc ça, c'est intéressant, et c'est intéressant d'autant plus que vous souleviez ce point, parce que dans la presse récemment est sortie justement une interrogation sur ces fameux titres de tiers-lieux de coworking. Alors nous, on est à l'écoute, effectivement, puisque notre cœur de métier, notre métier premier, c'est voilà, des solutions de paiement et des solutions de titres, alors toujours à vocation vraiment sociale et puis voilà, d'amélioration du quotidien et du pouvoir d'achat. Les partenaires sociaux, donc les organisations syndicales, se sont aussi posé les questions sur quelque chose qui pourrait être comme le titre au restaurant, exonéré. Voilà, donc il faut en parler avec les pouvoirs publics. Voilà, ce sont des choses que l'on fait aussi dans nos métiers. Pourquoi pas aller travailler sur ce dispositif-là. Le CESU, le chèque emploi service universel, quand il est sorti à l'époque, c'est parce qu'il avait été travaillé, porté par voilà, les organisations syndicales et les gouvernements successifs pour le service à la personne. Le titre au restaurant, depuis 1964, c'est l'avantage préféré des Français, donc il avait été travaillé avec cette exonération fiscale. Donc pourquoi pas? On est là aussi pour faire évoluer les choses, pour envisager le travail de demain et s'adapter. Juste sur les tiers-lieux, écoutez, encore une fois, ce n'est pas vraiment une innovation parce qu'ils existent depuis très longtemps. Dans le livre là, de 2008, on avait évidemment regardé le déplacement du travail parce que, encore une fois, la chaire portait vraiment sur le nomadisme et pas uniquement sur le télétravail, donc c'était beaucoup plus large et le télétravail avait fait l'objet d'une attention particulière, notamment avec un de mes collègues de Dauphine. Mais c'est vrai que la réalité des tiers-lieux est une bonne solution intermédiaire entre la situation totalement inégalitaire de travail quand on est chez soi, et puis le fait de revenir en présentiel. Il y a eu quand même cette volonté, je pense à la Société Générale, qui est dans la région parisienne, avait déplacé toute une partie de l'effectif à l'est de Paris, alors que tout le monde devait se faire les trajets de l'est à l'ouest, parce que beaucoup de salariés de la Société Générale habitaient quand même à l'est, parce que les zones pavillonnaires sont beaucoup moins chères sur l'est de Paris que sur l'ouest, c'était évident, mais pardon, tout le monde allait à la Défense. Eh bien, ils ont créé cette espèce de grand, je crois qu'il y a 4000 salariés qui peuvent... Pour moi, c'est un grand tiers-lieu, en quelque sorte. Ils ont créé la possibilité de rester dans le sein de l'entreprise, mais dans un lieu différent, et d'éviter ce mouvement global vers les tours de la Défense. Moi, je suis un peu inquiet quand même pour les tours de la Défense, parce que qu'est-ce qui va rester? Parce que ce qu'on n'a pas du tout abordé, c'est l'économie en termes d'immobilier d'entreprise. Il y a une vraie question sur qu'est-ce que c'est l'immobilier d'entreprise de demain. Je connais une banque, je ne la citerai pas, dont la DRH avouait à demi-mot que c'était quand même, il y avait une idée d'économie jusqu'à 40% sur les bureaux. C'est quand même quelque chose qui est une vraie question, qui va, à mon avis, se poser aussi. Ouais, sur ces volumes-là, effectivement, la question des lieux comme la Défense, voilà. Aussi à Lyon, sur les bords de Lyon. Une question sur les entreprises, justement. Quelqu'un qui est rattaché au siège social, par exemple, de l'entreprise à la Défense. Gardons l'exemple de la Société Générale. Oui. Est-ce qu'il peut aller travailler à proximité de chez lui? Dans une agence, par exemple, est-ce qu'on a une place à lui trouver? Est-ce que c'est au manager de faciliter ce genre de choses? Ça, c'est à l'entreprise de définir des accords de ce style. Oui. Mais tout est possible. Tout est à construire, tout est possible. Il faut juste qu'il y ait des accords, notamment pour des histoires d'assurance aussi. Enfin bon, mais tout est ouvert. C'est un espace créatif énorme. La suggestion de Laurent à l'instant. Voilà, les technologies existent. Ouais. Donc... aucun souci à déplacer un salarié d'une entreprise, un télétravail, sur un site de l'entreprise différent du site de rattachement, mais plus proche de son domicile, ce qui permet à la fois des gains de temps, des gains de CO2 évidemment, et de bénéficier des mêmes conditions de travail, c'est-à-dire en termes de réseau, parce que c'est important, en termes de bureau et d'espace. Est-ce qu'il y a un enjeu de sécurité de la part du manager, de formation, d'accompagnement de ses salariés sur la cybersécurité ?
Parce que télétravailler, c'est ouvrir des portes aussi souvent. Oui, alors moi je suis moins à l'aise sur tout ce qui est informatique, mais oui, on a beaucoup entendu parler ces derniers temps de risques. Effectivement, il y a le risque de la confidentialité, il y a la cybersécurité. Il y a toute une réflexion à mener pour les entreprises là-dessus. Et est-ce que toutes les données peuvent sortir de l'entreprise ou pas ? C'est toute une question et ça fait partie de la réflexion qui anticipe la mise en place d'un travail hybride en fait. Stéphane, qui est l'un des téléspectateurs, nous dit le problème du tiers-lieu ou bien du télétravail, c'est la distance, le contrôle physique qui n'est plus assuré sur le poste, sur les données, sur les communications. Et est-ce que c'est un problème ? Voilà, c'est un problème ou pas ? C'est ce qu'on essaie de voir Charles-Henri Besset. Dans certains secteurs, c'est quand même très compliqué de faire du télétravail. Je pense à des secteurs financiers où les données sont très très confidentielles. J'ai même un fils qui travaille dans un gros établissement financier et le principe du télétravail a été, je dirais, dans son cas précis, je dirais, pas forcément mis en place, quoi. Je veux dire, il était obligé de continuer quasiment à se rendre physiquement sur son lieu de travail et pour des raisons exclusivement de sécurité. Peut-être que les choses peuvent être résolues, mais sur l'aspect effectivement protection d'un certain nombre de données, parce qu'on sait très bien que dès qu'on passe même par un VPN, on peut se faire hacker, quoi. C'est-à-dire, oui. Donc c'est compliqué. C'est vrai que cette question de la sécurité, ce qui est très intéressant, c'est cette question de la sécurité. C'était un des points qu'on avait observé toujours dans les travaux, dans la chaire que j'avais sur le nomadisme. C'est un des points que les gens soulignaient. Dès qu'on est en travail nomade, on perd. Et vous connaissez tous l'histoire de ces gens qui se sont fait voler des données dans des TGV parce qu'ils n'avaient pas protégé leur écran d'un écran noir, vous savez, où vous êtes juste seulement... D'un filtre d'écran. Vous voyez ce que je veux dire ? Des gens qui se sont fait voler des marchés ou des données. Donc là, c'est vrai que dès qu'on est en travail à distance, se pose le problème de la sécurité. Il va falloir aussi gérer. Si je peux Émilie, rebondir, oui, bien sûr. pour donner l'expérience aussi, par exemple au niveau du groupe UP, nous on l'a intégré. Alors voilà, c'est des formations qui sont parfois un petit peu, quand elles ne sont pas de notre domaine, parfois un petit peu lourdes, mais tous les salariés de UP ont par exemple suivi une formation sur la RGPD, donc la protection des données, sur tout ce qui est aussi la lutte, voilà, là c'est autre chose, mais la lutte contre le blanchiment, etc. Enfin, on a suivi des formations obligatoires qui se sont faites à distance avec du e-learning, et c'était obligatoire pour que l'on puisse être sensibilisé à cette protection des données quand on circule, quand on voyage, quand je suis dans le train, quand je partage quelque chose, de ne pas nommer, quand je suis avec du monde, forcément faire attention au téléphone, nommer, indiquer les noms des personnes ou sur quoi je travaille. Enfin, c'est très important et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut appréhender, former. On ne vient pas tous du même service, on n'a pas tous la même, la même position par rapport à cela. Il y a des populations qui sont tournées vers des clients, qui sont commerciales. Il y en a d'autres qui travaillent sur autre chose, qui sont sur des services support. Enfin voilà, on n'est pas égalitaire devant cet accès-là et il faut bien former et fixer un cadre. La formation est essentielle. On va refermer cette émission, on va faire un petit tour de table. Je vais vous laisser 2 minutes à chacune et chacun en conclusion, peut-être pour se projeter avec le manager de demain, même d'après-demain, qui a besoin de ces conseils et de cet accompagnement. Émilie, je vous laisse commencer. Nous, on est clairement dans l'action. Alors, ce qui est rassurant, c'est que le partage avec mes 2 collègues de jour ont permis de voir que dans notre approche, on est finalement bien aligné, c'est-à-dire qu'on est dans la poursuite de ce qu'on essayait de faire jusqu'alors et on va donc le poursuivre et adresser ces sujets. Donc on s'attend à des échanges encore sur fin 2021 et 2022, encore sur des réflexions d'agilité, d'accompagnement, travailler sur des accords qui existent. Donc aujourd'hui, notre préoccupation, c'est il y a des accords d'entreprise, accords télétravail, accords qualité de vie au travail. Maintenant, c'est comment les partenaires RH, les managers l'animent. Voilà. Chez nous, c'est à travers nos solutions, c'est comment on anime, comment on rend concret auprès des salariés ce qui a été décidé et ce qui a été les sujets qui ont été évoqués. Donc voilà, pour ce qui est de ma part. Merci Émilie. Nelly ? Pour moi, c'est une vraie opportunité pour les managers, effectivement, de dépoussiérer peut-être des habitudes de management qu'ils avaient jusqu'à présent, de se remettre en question, de construire avec leurs collaborateurs. Et si vraiment ça se passe comme ça, ils vont avoir les cadeaux cachés de l'histoire, puisque vous allez avoir des collaborateurs qui vont être plus heureux, plus motivés, qui vont plus produire, pas pour satisfaire le manager, mais parce que de fait, ça va être le résultat. Donc c'est un vrai cadeau caché, cette histoire de pandémie. Jean-Henri ?
Moi, je crois que cette pandémie, tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'apprentissage ultra rapide de changements qu'on aurait mis sans doute des années à mettre en œuvre. Donc, on a été obligé de faire des choses. Alors, ce que je retiens, et d'ailleurs, je vois que tu as le dernier livre que j'avais amené qui est Humanocratie. Je fais un tout petit peu. Dans ce bouquin qui est sorti en début du mois, là, qui est la version française du livre sorti l'année dernière, c'est un apprentissage de la flexibilité, de la subsidiarité dans les entreprises. Moi, je crois que ce qui s'est passé avec cette pandémie, et grâce en particulier au télétravail, mais pas seulement, c'est la possibilité d'équipes de prendre réellement le pouvoir, d'avoir des salariés de plus en plus autonomes. Ça fait des années qu'on voulait un peu plus d'autonomie et de subsidiarité. Là, on a été obligé de le faire. Et on s'est rendu compte que ça marchait. C'est ça qui est exceptionnel. Donc, moi, j'ai un message d'espoir. Bien sûr, le télétravail nous a permis de faire des choses formidables. Il faut se méfier de tous ces discours sur la révolution du travail, parce que je n'y crois absolument pas. Par contre, l'évolution du travail est une réalité. Les managers vont être effectivement de plus en plus sollicités sur des pratiques un petit peu différentes de ce qu'ils faisaient. Et donc, il va falloir les accompagner. Il ne faut pas non plus leur jeter la pierre. Et de ce point de vue-là, les RH, je trouve la fonction RH, je voudrais quand même lui rendre un hommage parce que je trouve que cette fonction, elle est systématiquement attaquée dans des films, dans des bouquins, etc. Elle a été formidable parce que dès le début de la pandémie, ça a été la principale avec l'IT qui a été au turbin. Il a fallu protéger les travailleurs, rappelle-toi les premiers mois. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir même les dirigeants, les PDG, les CEO qui ont redécouvert qu'il y avait des humains dans l'entreprise. Et les humains dans l'entreprise, c'est des humains qui sont malheureusement mortels et on avait des risques. Effectivement, donc la question humaine, elle est revenue au cœur de l'entreprise. Et le mot humanocratie, pourquoi j'ai gardé le titre qui était dans la version, parce que j'ai participé à la venue en France de ce livre et à la traduction, c'est parce que humanocratie, tout le monde dit ouais, c'est une nouvelle technocratie de l'humain. Non, parce que démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Et bien, humanocratie, c'est le pouvoir aux humains. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir échangé. Humanocratie, le livre est ici, vous l'avez vu. Pour préparer l'entreprise au futur, il faut d'abord l'adapter aux humains qui la composent. Vous avez assuré une partie de la traduction, accompagné en tout cas la traduction de ce livre. On a parlé de le sens, ADN de l'entreprise responsable, autre ouvrage auquel vous avez contribué aux côtés d'une dizaine de DRH de grandes entreprises françaises. Et puis Nelly, vous aviez eu du nez parce que le 12 mars dernier, vous avez publié le télétravail pour les nuls. 2020. Oui, 12 mars dernier, oui, pour moi c'était 2020. Oui. Notre président disait tout le monde en télétravail, il est sorti, effectivement. Donc on n'avait pas anticipé le virus, on n'est pas responsable de cette histoire. Vous avez accéléré les presses Pardon ? Vous avez accéléré les presses et les rotatives Mais en tout cas, il est sorti le 12 mars, effectivement. Et nous, ça faisait 1 an qu'on travaillait sur ce livre, puisque ça fait 10 ans qu'on accompagne le télétravail. On avait des choses à dire sur le télétravail. Vous aviez déjà des choses aux côtés de Janine Roncati, le télétravail pour les nuls. Et puis du télétravail de crise au télétravail durable, des conseils pratiques, des réflexions approfondies et de 2 expertes pour réussir le changement, un changement indispensable, toujours avec Janine Roncati là aussi. Et là, effectivement, en 2021, on ne pouvait pas passer à côté de ce qui s'était passé pendant le confinement. Donc on a été bousculés pour écrire le 2e livre. Merci beaucoup à tous les 3. Merci également de nous avoir suivis. Merci de vos commentaires nombreuses, vos questions sur cette thématique. Effectivement, on prolonge avec ces écrits. Merci de nous en avoir parlé. Le congrès du télétravail continue sur congrestélétravail.com. À très bientôt.